Mesdames et messieurs, chers amis du bout des ondes, bonjour et bienvenue dans votre émission Icône. Après quelques moments de répit, nous renouons avec les bonnes manières et nous recevons pour vous aujourd'hui une éminente personnalité qui a écrit à sa manière les pages de l'histoire de ce pays. Nous recevons un enseignant du supérieur, quelqu'un qui a formé, qui a éduqué pendant des années des étudiants dans les sciences dures, les sciences rigueuses. Je veux parler des sciences physique et chimie, c'est bien ça. Nous recevons pour vous quelqu'un qui, au-delà de sa carrière d'éducateur, a embrassé une carrière politique. Il a été ministre sous le gouvernement de Boni Yayi. Aujourd'hui, il est le coordonnateur de cercle de réflexion des partis politiques de l'opposition. Je voudrais parler de M. Azatassou Eugène. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre somptueuse maison au cœur de la ville de Cotonou. Dites-nous, lorsqu'on dit Azatassou Eugène, à l'origine c'est qui? Vous avez commencé où? Vous avez fréquenté où? Comment avez-vous bâti votre carrière? Merci beaucoup. Je suis né à Lissazoumé, c'est dans la commune d'Agmaïzou. Agmaïzou, oui. Dans le Zou. Je suis né d'un père qui était un grand, on peut dire féticheur, disons un grand vaudounan, c'est préférable. Un grand vaudounan, bon, d'une mère qui est décédée un peu tôt. Bon. J'ai fait ma tendre enfance en partie à Lissazoumé, en partie à Ngomé, dans la commune de Zapota, d'où ressortait ma maman, avec ma grand-mère. Avec ma grand-mère, elle qui est née à Bodébakou, à Govier, dans la commune d'Alada. Voilà. Donc voilà, j'ai fait mon école primaire avec un couple d'instituteurs, ma grande sœur et son mari, tous deux instituteurs, et qui étaient affectés un peu partout. Donc j'ai fait Abomey pour le cours d'initiation, j'ai fait Tovikle, j'ai fait Kinkenhwe, j'ai fait Penesoulou. Ah, Penesoulou dans le nord. Penesoulou dans la Donga. Oui. Dans la Donga. Et j'ai fini le cours primaire à Glazoué. À Glazoué. C'est riche en parcours. C'est riche. Malheureusement, à l'époque, on nous interdisait de parler ce qu'on appelait le vernaculaire. Et il y avait le signal qu'on pouvait vous accrocher si on vous surprenait en train de parler les langues de chez nous. C'est pour ça que malheureusement, en faisant tout ce tour, je n'ai rien compris des langues qui étaient parlées à ces endroits-là. Oh là là. Donc je ne parle malheureusement que le fond. Et voilà. Après le cours primaire, je suis allé au cours secondaire Monseigneur Stévez à Boycon, où j'ai fait jusqu'en de la 6e en 3e. Et puis, après le lycée Béanzin de Porto-Novo, j'ai fait de la seconde en terminale. J'ai eu le bac C en 1971. Et puis, j'ai fait un peu l'université d'Abomey-Calavi, qui était l'université nationale du Bénin à l'époque. L'unique université d'ailleurs. D'ailleurs, à l'époque. Et puis, bon, je suis allé en France, où j'ai fait l'université Paul Sabatier de Toulouse. C'est de là-bas que je suis revenu prendre fonction après le diplôme d'études approfondies. J'ai pris fonction à l'université nationale du Bénin pour repartir faire une thèse de 3e cycle avant de revenir prendre service à nouveau à l'université nationale du Bénin en qualité de professeur assistant. Vous étiez en quelle année? Au département de mathématiques. Au département de mathématiques, j'ai fait... c'était en 1979 que j'ai pris service au département de mathématiques. Donc, voilà. Un parcours assez riche. Bon, si on peut ainsi dire,
Alors, vous prenez service au département de mathématiques et là, vous enseignez pendant combien d'années? J'ai pris service au département de mathématiques où j'ai enseigné les mathématiques, disons, et puis, mettons, les maths et les maths appliquées, c'est-à-dire, j'ai fait le cours de mécanique générale qui était dans l'option mathématiques appliquées jusqu'en 2008 où j'ai été élu maire de la commune d'Agbaïzou. J'ai fait la mairie de la commune, je suis resté à la tête de la commune d'Agbaïzou de 2008 à 2011 où j'ai été nommé directeur de cabinet du ministre de la décentralisation. Voilà. Ce poste où je suis resté jusqu'en 2015, où j'ai été nommé directeur de cabinet du président de la République. C'est de là que j'étais, c'est là où j'étais quand le pouvoir de la rupture est arrivé. Bon, je suis retourné chez moi à la retraite. J'étais déjà à la retraite. Voilà. Alors, lorsqu'on regarde ce parcours d'enseignant, quels sont les moments qui vous ont le plus marqué dans votre carrière? Bon, disons que en qualité d'enseignant, c'était pour moi très important. C'était pour moi très important. C'est vrai que je me suis inséré dans un système éducatif qui était un peu, qui méritait d'être réorienté. Bon, mais quand même, je suis resté dedans et mon rôle d'enseignant, je l'avais pris assez à cœur. Voilà, donc c'est la transmission du savoir qui était pour moi le plus important dans ce domaine-là. Bon, par la suite, quand je suis allé dans les différents cabinets, la direction du cabinet du ministre de la décentralisation, la direction du cabinet du ministre de la décentralisation prolongeait à peu près mon parcours à la tête de la commune d'Agbaïzou. C'était, disons, un prolongement. Voilà. Et l'autre prolongement qu'il y a eu après, c'est la direction du civil du cabinet du président de la République. C'est cela. Voilà. Alors, vous, entre-temps, entrez au pays, vous revenez au pays en 1979, vous entrez dans la fonction publique et on a omis une parenthèse, c'est votre mariage. Vous vous êtes marié à une dame, certainement, avec des enfants. Oui, je suis marié à une dame. Elle est Asatassou Epifani, née Saint-Bédi. On s'est mariés. Bon, on s'est mis ensemble déjà en 1974 en fait. Depuis 1974, bon, le mariage officiel et régulier a eu lieu beaucoup plus tard. Mais c'était comme ça. Avec elle, ensemble, on a eu 4 enfants. 4 enfants, 2 garçons et 2 filles. Ils sont déjà de grands enfants maintenant. Ils sont grands, oui. Et ils ont déjà des enfants. Vous êtes grand-père d'ailleurs. Je suis Pépé, voilà. Oui, de temps en temps on les voit. Hein, voilà, ils gambadent là, oui, c'est vrai. Alors, vous entrez, la transition en politique, comment ça s'est opéré? Bon, j'ai été très tôt préoccupé par ma contribution à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. J'ai été très tôt marqué par la nécessité de pousser plus avant les questions de liberté et de démocratie. C'est pour ça que au collège, disons au lycée Béazin, je me suis engagé comme militant de l'Union générale des élèves et étudiants du Dahomey. Déjà élève, hein? Au lycée Béazin. Et puis après, militer juste un peu comme un militant de Philoyon, qui était l'organisation de la jeunesse du plateau d'Aboumé.
c'est après, à Toulouse, en France, j'ai été militant de l'association des étudiants dahoméens en France, l'AED en France. J'ai été désigné premier responsable de l'AED à Toulouse à l'époque. Et puis après, bon, de retour au pays, la révolution à l'époque battait son plein. Je ne me retrouvais pas dans cette forme de révolution. Je souhaitais une révolution, mais celle-là, intervenue après un coup d'État, et après la proclamation du marxisme-léninisme, et puis la pratique qui était faite à l'époque, je ne me retrouvais pas du tout. Ce n'était pas ce que je voulais qui se produisait. Donc j'ai, avec un certain nombre de militants, on a milité dans des organisations qui étaient à l'époque clandestines et interdites. Ça m'a valu un séjour de 4 années à Segbana, voilà, d'où je suis sorti en 1989. C'était quelle organisation? Bon, c'était le PCB à l'époque. On était dans le PCB. Bon, quand je suis revenu de Segbana, j'ai contribué à créer des associations de développement. Associations de développement de mon arrondissement qui s'est déversé dans l'association de développement de la commune d'Agbaïzou. Dedans, j'ai milité quelque peu avant qu'un certain nombre de camarades et moi, nous ne créions à l'époque le parti Mouvement pour le développement et la liberté. On appelait Modèle. C'est ça, le parcours. Bon, le Modèle s'est déversé dans l'Alliance Force Cori pour un Bénin émergent à l'arrivée du docteur Boni Yahi. Donc, j'ai été militant de FCBE, puis élu coordonnateur de l'Alliance en 2011. En 2011. Et j'ai fait ce parcours-là comme coordonnateur de l'Alliance jusqu'en 2018. Quand ça a été, l'Alliance a été transformée en parti politique. Bon. Donc c'est ce militantisme qui m'a permis, qui a fait que j'ai pu avoir ces nominations, notamment à la direction du cabinet du ministère de la décentralisation, et puis après à la direction du cabinet de la présidence du président de la République. Voilà. Alors, vous faites ce parcours et en 2018, donc, il y a eu un problème qui s'est posé, naturellement, quand on a voulu contrôler FCBE, une scission se pose. Comment ça s'est passé? Oui, FCBE, très tôt, l'Alliance s'était inscrite dans l'opposition au pouvoir de la rupture. Nous avons observé la gestion du pouvoir pendant quelques temps. Et nous avons fait, à l'analyse, nous avons fait le constat que le pouvoir était, c'était une caporalisation des principaux leviers de l'économie nationale. Le port, avec le PVI qui s'est réinstallé, l'aéroport avec une structure qui gérait, qui a été évincée de façon un peu cavalière, et puis d'autres structures, et les différentes réformes. Disons que la fermeture des sociétés d'État au profit des sociétés privées qui étaient dans le giron du président de la République, nous avons fait le constat que sur le plan économique, il y avait un accaparement des principaux leviers du pouvoir économique dans le pays. Sur le plan politique, bon, nous avons aussi fait le constat
de l'instauration d'une dictature. Ou plus précisément d'une autocratie, c'est-à-dire un pouvoir très personnel qui ne reflétait pas, personnellement, ça ne reflétait pas ce pour lequel j'ai fait le combat depuis le jeune âge jusqu'à ce moment-là. Mais qu'est-ce que vous permet de dire que c'est un pouvoir autocratique? Et ensuite, oui, un pouvoir où prédominait une personne plutôt que des structures. Vous voyez, on voyait bien que à l'arrivée du président de la République, malgré toutes tout ce qu'il a déclaré, tout ce qu'il a dit par rapport à la question de la puissance, la prééminence du chef de l'État et tout ça a été renforcé. Tout ça a été renforcé. Alors qu'il promettait casser le pouvoir. Oui, il promettait que le pouvoir de la République était trop surpuissant et qu'il fallait... Non, ça a été plutôt renforcé et ça se transformait en un pouvoir personnel. À partir de ce moment, ce n'était pas acceptable. Et nous nous sommes donc déclarés de l'opposition. Le parti FCBE qui est né a fait de même, s'est déclaré dans l'opposition. Et nous avons commencé à mener le combat par rapport à cela. C'est certainement cette orientation que nous avons donnée qui n'a pas plu et qui a fait qu'il y a eu des manigances. Des manigances, notamment pour nous empêcher d'aller aux élections de 2019. Parce que nous avions, malgré que nous n'étions pas d'accord avec le code tel qu'il était élaboré, malgré que nous avions en vue que toutes les institutions à charge du pouvoir étaient aux mains de l'exécutif. Et ça, c'était exécuté de façon... C'était déjà la ruse. C'était exécuté avec une grande ruse. Je vous donne un exemple. À l'époque, pour nommer des gens à la Cour constitutionnelle, normalement, l'opposition d'alors devait s'inscrire en minorité parlementaire. Bon, mais ils ont pris ils ont plutôt se sont partagés les postes en privant l'opposition d'un seul poste, c'est pour pouvoir s'accaparer. Ce n'est pas que quelqu'un qui est à la Cour constitutionnelle devrait, à notre entendement, s'inscrire dans une orientation d'opposition ou de... Non, mais il devait avoir quand même des regards indépendants qui pouvaient s'exprimer et empêcher éventuellement des dérives. Même minoritaires, ça pouvait se faire puisque les personnalités à la Cour constitutionnelle pouvaient être considérées comme des gens qui pouvaient être sensibles à un argument qui les permettait d'aller à l'encontre des actes qu'ils pouvaient poser. Donc c'est cela, mais les manigances ont eu lieu. Donc la Cour constitutionnelle a été d'un seul côté. Bon, et puis bon, il y a eu la Sénat, il y a eu toutes sortes de manigances là aussi. Bon, ça a fait que nous avons poursuivi le combat contre ces choses-là et nous avons sorti, c'est-à-dire que malgré que nous étions contre tout ça, nous avions tout fait, collecté tous les dossiers qu'il fallait, pris toutes les dispositions qu'il fallait pour obtenir ce qu'ils avaient appelé le certificat de conformité à l'époque. Vous comprenez? Bon. Mais ils ne sont pas délivrés puisque la délivrance du certificat de conformité était confiée à l'administration du ministère de l'Intérieur. Ça n'a pas été fait. Ils ne nous ont pas délivrés.
bien qu'ils nous diront après que nos dossiers étaient bons. Mais nos dossiers sont bons, mais on est resté là-dessus. On ne nous a pas délivré pour nous empêcher d'aller aux élections. Bon. Donc nous avons dénoncé tout ça et c'est certainement ça qui a fait que le pouvoir est entré en contact avec certainement certains de nos camarades pour nous déstabiliser. Bon, moi, je le dis comme ça. Je n'ai pas eu... je n'étais pas présent lors des différents contacts, mais ce qui s'est passé ressemblait à cela. Bon. Et même si ce n'était pas le cas, bon, les camarades ont pris sur eux de détruire FCBE, de s'accaparer de FCBE. En connivence avec le ministre de l'Intérieur, bon, ils ont tout simplement présenté un nouveau bureau au ministère de l'Intérieur qui leur a remis le récépissé. Et ça fait que FCBE avait changé d'orientation pratiquement. Bon, à partir de ce moment, on a combattu un peu au sein de FCBE avec le désir de redresser la barre, mais aux élections de 2020, on a constaté qu'il n'y avait plus rien à faire, on ne pouvait plus être ensemble, les visions ne sont plus les mêmes, la ligne n'est plus la même, et nous avons dû démissionner. Voilà. C'est comme ça que FCBE a été accaparé par un certain nombre de camarades qui se sont, que ce soit dans les discours ou dans les actes, se sont plus rapprochés du pouvoir à l'époque, même quand bien même ils se proclament de l'opposition. Donc ils se sont rapprochés du pouvoir. Ça a donné par exemple lieu en 2021 à l'accompagnement du pouvoir alors que les candidats de l'opposition étaient arrêtés, les principaux candidats de l'opposition étaient arrêtés. Eux, ils ont pu avoir les parrainages alors qu'ils n'avaient à l'époque aucun... Ils avaient quelques élus seulement, ça ne suffisait pas pour faire le parrainage, on a dû leur compléter pour faire le parrainage. Alors à ce moment-là, c'était clair. Et là maintenant, le discours est tellement clair aussi là, puisque ils proclament qu'ils iront aux élections présidentielles avec l'accompagnement du pouvoir pour avoir le plein des parrains. Donc à ce niveau-là, bon, ça paraît encore à peu près, ça nous paraît, en tout cas moi, ça me paraît assez clair que la ligne, nos deux lignes ne sont plus les mêmes. Eux-mêmes ils le disent, hein, ils disent que nous sommes des radicaux. Et donc eux, ils ne sont pas radicaux, ils composent. Voilà. Donc, alors vous décidez alors de quitter cette formation politique et vous allez créer une autre formation politique. Les démocrates. Les démocrates, oui. Comment ça s'est passé? Bon, nous sommes entendus entre les démissionnaires et d'autres personnalités politiques qui étaient dans la même vision. Dans la même vision. Nous nous sommes entendus pour créer le parti politique Les Démocrates en 2022, je crois. En 2020. Okay. En 2020, nous avons créé le parti politique Les Démocrates. Notre récépissé a traîné. Ça a été la croix et la bannière, mais finalement nous l'avons eu et nous existons actuellement jusqu'aujourd'hui comme parti politique inscrit dans l'opposition. Ouais. Voilà. Vous ne prenez pas part aux élections de 2019? Non, nous avons notre tendance politique, c'est-à-dire FCBE, avec la tendance que nous avions, n'avait pas pu participer aux élections de 2019. Alors vous revenez à la charge dans les élections qui ont suivi? Oui, les élections de 2023, nous avons pu participer et nous avons obtenu
28 députés, c'est-à-dire on nous a accordé 28 députés. C'est ce qui se dit. Bon, et c'est vrai. Donc, tout ce qui s'est passé au cours de ces élections, c'était visible, à tel point que il était clair que nous avions plus de députés que 28. Bon, mais à la fin, nous avons eu 28 députés. Heureusement d'ailleurs que nous avions eu 28 députés. Ça a permis par la suite de faire bloc contre la révision de la Constitution. Et voilà. Bon, il faut dire aussi que beaucoup nous disent vous aviez promis au cours de la campagne de ces élections que si vous gagnez, vous allez libérer les détenus politiques, vous allez faire revenir les exilés. C'est une manière de parler, c'est-à-dire que c'est évident que nous avons dit ça au cours de la campagne. Mais c'était aussi évident que pour cela, il fallait une majorité qualifiée à l'Assemblée pour faire voter un certain nombre de lois, pour au moins voter une loi d'amnistie. Donc, ceux qui disent ça, j'ai l'impression que c'est de la plaisanterie. C'est-à-dire que c'est pour dire, c'est pour parler, ne rien dire pratiquement. On ne peut pas avoir 28 députés sur 109 et peser dans la décision par rapport aux lois ordinaires. Ce n'est pas possible. Et ils le savent très bien. Mais il y en a qui se plaisent à dire ça pour dire vous avez trompé le peuple béninois. Ce n'est pas vrai. Si on avait eu la majorité au Parlement, ça se serait passé autrement. Peut-être que n'ayant pas l'exécutif, il y aurait eu encore quelques accrochages là, mais quand même, ça se serait passé autrement. Voilà. Aujourd'hui, vous coordonnez le cadre de concertation des partis de l'opposition. Parlez-nous de la mise en place de ce cadre-là et quel est le rôle que vous y jouez. Voilà. Nous avons, au niveau du parti politique Les Démocrates, nous avons mis en place une commission pour étudier comment rallier toutes les forces politiques de l'opposition qui le désirent dans le combat. Et c'est ça qui a donné naissance au cadre de concertation des forces politiques de l'opposition. Disons que les objectifs que nous avions, c'était nous battre pour la restauration, le retour à la démocratie et pour des élections libres, équitables et transparentes. Parce que depuis l'arrivée au pouvoir de la rupture, aucune élection n'a été libre, équitable et transparente. Qu'est-ce que vous faites même les élections de 2023, je vous ai dit tout à l'heure ce qui s'est passé, quand bien même nous avons eu 28. Ils disent d'ailleurs que, bon, vous avez participé aux élections, vous avez eu des députés, et pourquoi vous dites que non, ce n'était pas transparent, c'était évident. Donc, à partir de ce moment, ce qui s'est passé en 2023, c'est évident que c'est l'essor populaire qui a porté les démocrates. C'est l'essor populaire. On vous oppose en ce temps, parce que vous étiez à la Cour constitutionnelle, on vous a opposé le fait que vous ne soyez pas, vos représentants ne soient pas dans les bureaux de vote. C'est possible, oui, oui, c'est vrai, nous avons failli à ce niveau-là. Nos représentants n'étaient pas dans tous les bureaux de vote, c'est vrai. Ça a permis tout ce qui s'est passé. Bon, mais ce que je voulais dire, c'est que nous avons, c'est l'essor populaire. C'est l'essor populaire. C'est-à-dire que le peuple béninois a compris qu'il y avait quelque chose à faire contre ce pouvoir. Et c'est pour ça que ça s'est mobilisé d'une certaine manière. Vous verrez que c'est surtout dans les villes, dans les principales villes, que le Parti Les Démocrates a fait un bon score. La jeunesse ne voulait rien savoir sur ceux qui étaient sur la liste, voulaient voter pour finalement en découdre avec le pouvoir, plus en découdre avec le pouvoir de la rupture qu'autre chose, et apporter son vote sur les démocrates. Et dans les villes, ça a été mieux suivi, de façon bénévole.
la jeunesse s'est mobilisée et a suivi de façon bénévole. Ça fait que là, ça a été limité, le vol des suffrages. Ça a été très limité. Et c'est pour ça que vous verrez, à Cotonou, on a eu plus de suffrages que dans les campagnes et autres. À Porte-Nouveau, à Paraco, la surprise était là. Ça veut dire que le peuple béninois, lorsqu'il comprend, lorsqu'il se décide, lorsqu'il se détermine, il peut faire son résultat. C'est la leçon qu'on peut tirer des élections de 2023. Donc, ce ne sera plus maintenant seulement dans les villes que cette détermination va s'exprimer. C'est un peu partout au Bénin, et le peuple béninois aura compris que si il se désintéresse de ces élections, s'il ne se montre pas une certaine détermination à voter et à faire suivre, à suivre les élections pour empêcher le tripatouillage, les vols et tout ça. Si le peuple béninois se mobilise pour cela, le gain va se faire, parce que il ne faut pas laisser le pouvoir de la rupture poursuivre après 2026. Ça, c'est moi qui le dis et je l'assume. Alors, il y en a qui disent que vous n'êtes pas suffisamment bien organisé pour aller à la conquête du pouvoir. Qu'est-ce que vous leur répondez? Non, nous sommes suffisamment bien organisés pour aller à la conquête du pouvoir. Ce qui a été un problème jusqu'ici, c'est que nous faisons face à un pouvoir de ruse et de rage. C'est-à-dire un pouvoir qui peut faire des actes auxquels vous êtes loin de penser. Vous êtes loin de penser. C'est ça qui s'est produit jusqu'ici. C'est-à-dire que vous ne pensez pas, quand vous découvrez un certain nombre de faits, vous ne pensez pas qu'un pouvoir qui est légitime depuis 2016, bon, c'est depuis 2021, les élections ont été ce qu'elles ont été. J'ai dit, aucune élection n'a été libre, équitable et transparente, donc pas celle de 2021 de toute façon. Mais on ne peut pas penser que un pouvoir puisse faire des choses de cette manière. C'est ça qui s'est passé. Maintenant, on le connaît suffisamment. Depuis un certain nombre d'élections, depuis bientôt 10 ans, on sait quelle est leur manière de faire, quelle est la pratique. Et puis, bon, nous avons, au niveau du cadre, entrepris d'étudier le code. Et nous avons mis sur la place publique toutes les insuffisances du code. Et ça a alimenté la clameur contre ce code-là. Et ça fait voir de quoi est capable ce régime quand il s'agit de manigancer pour exclure. Bon, donc, nous connaissons ça suffisamment, le peuple béninois connaît ça suffisamment. Il s'agit maintenant de s'en défaire, tout simplement. Mais il vous a reproché aussi. Et si oui. Vous avez travaillé, vous étiez à une rencontre avec le chef de l'État. Vous avez réclamé, n'est-ce pas, le toilettage de la liste électorale. Cela vous a été accordé. Oui. Autrement dit, vous avez confiance en la liste avec laquelle nous allons aux prochaines élections. Vous savez, si on sait ce qui s'est passé avec cette liste en 2023, toute personne censée doit soutenir l'audit. Bon, je ne dis pas que ceux qui n'ont pas soutenu ne sont pas censés, mais moi, je dis que si on sait ce qui s'est passé avec la liste en 2023, où il y a eu ventilation des gens loin de leur poste de vote. Ce jour-là des élections, vous rencontriez des gens qui allaient de poste de vote en poste de vote pour chercher leur nom et ne trouvaient pas. Certains finissaient de guerre là par rentrer chez eux. Beaucoup sont rentrés chez eux. Par conséquent, si ça s'est passé comme ça, et si on sait que quelqu'un de la mouvance, qui est au ministère, je crois, de la Justice,
a dit qu'il y avait près de 500 000 morts sur cette liste de 2023. Je ne comprends pas que des gens puissent dire on ne va pas auditer, on ne va pas regarder. Ben, on a regardé et les experts ont fait un rapport que nous n'avons pas encore. Est-ce que vous comprenez? Nous n'avons pas encore. Ce qu'ils ont dit, c'est que bon, les défauts de 2023, on a entrepris de les corriger. Vous comprenez? Bon, donc ça ne peut être que bien d'entreprendre de les corriger. Nous avons aussi rencontré la NIP sur un certain nombre de questions et la NIP a entrepris aussi effectivement de corriger un certain nombre de choses. Mais ils ont dit que la liste est dynamique. Il y a quelqu'un qui est intervenu là-dessus en pensant que dynamique signifie comme dans le langage vulgaire, c'est-à-dire l'histoire bi-town. Non, c'est pas ça. Dynamique, ça veut dire que ça peut progresser. C'est-à-dire que les experts veulent dire par là que ce qu'ils ont vu aujourd'hui peut changer demain. C'est ça qu'on appelle dynamique. Vous comprenez? Ouais. Et par conséquent, il faut absolument que l'on soit attentif. Que l'on soit attentif et que l'on suive réellement. Bon, donc, non, nous, on attend le rapport des experts, on attend les recommandations des experts et on va suivre la mise en œuvre de ces recommandations. Et on va faire en sorte que d'attirer l'attention du peuple béninois sur tous les passe-droits qui peuvent éventuellement s'introduire dans la mise en œuvre des recommandations. Nous espérons, nous souhaitons qu'il n'y en ait pas, mais s'il y en avait, on nous retrouverait sur son chemin. Voilà. Aujourd'hui, vous avez 28 députés. Entre-temps, la rumeur a coulé que, bon, les 28 ne sont pas très soudés. Des risques de perdre un député, alors que si vous perdez un député, on sait que pour les prochaines élections, vous aurez du mal à présenter un candidat pour les présidentielles. Comment ça se passe en votre sein? Non, les rumeurs qui ont circulé sont de fausses rumeurs. Nos députés savent très bien que le changement de 2026 repose essentiellement sur leurs épaules. Ils le savent très bien. Moi, j'échange avec eux tous les jours. Ils le savent très bien. C'est une équipe de football qui sait qu'il n'y a pas... Ah oui, il n'y a pas... Il n'y a pas de passe à l'adversaire. Parce que la moindre faute, ils savent très bien que ça sera fatal. Fatal pour LD, c'est ça, mais fatal pour le peuple béninois. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. La question, ce n'est pas est-ce que LD aura le... La question, c'est est-ce que ce qu'on a vécu là va se poursuivre au-delà de 2026. Et nos députés savent que ça repose sur leurs épaules. Moi, je les félicite d'ailleurs pour cette compréhension. Parce que nous sommes dans une situation de ruse, de rage, de corruption éventuellement. Mais pourtant, nos députés résistent et sont fermes sur leur position. Moi, vraiment, ils ont toute mon admiration et toutes mes félicitations par rapport à ça. Non, je crois que à la date d'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucun problème sur ce front-là. Voilà. Alors, dans quel esprit vous abordez ces élections qui pointent à l'horizon? Déjà en octobre, on aura un visage clair des candidatures. Dans quel esprit vous, vous, coordonnateur de ce cadre de concertation de l'opposition, en même temps membre influent, un vice-président au niveau du Parti Les Démocrates, vous abordez cette période-là? Non, ce que je viens de dire, c'est que il faut absolument gagner ces élections dans tous les compartiments, que ce soit les communales, les législatives ou les présidentielles. Il faut enlever la main du pouvoir de la rupture de ce pays, parce que leur conception du développement est néfaste pour notre pays. Mais ce pouvoir vous tend la main. Et dès qu'il faut même que vous choisissez le même candidat pour continuer ce qui est en cours, il ferait. Nous choisirons nos candidats pour gagner. S'ils veulent se rallier, il n'y a pas de problème, on verra bien. On verra bien. S'ils veulent se rallier, on verra bien. Mais
nous choisirons notre candidat pour gagner et nous appelons le peuple béninois, quel que soit le candidat que nous aurons choisi, à se mobiliser pour faire gagner. Alors, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de nous faire connaître le visage de ce duo qui va jouer ce match très serré? Oui, il y a une procédure du parti pour désigner ses candidats. Tout ça est en cours. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a Je ne peux pas vous dire pour l'instant. Je préfère garder le suspense. Oui, je sais par exemple que au niveau des communales, on est à l'étape de la récolte des dossiers. Bon. Au niveau des législatives, ça va être la même chose. Au niveau des présidentielles, ça va être aussi la même chose. Et puis bon, nous allons mettre en œuvre une certaine technique pour étudier les dossiers. Et surtout que bon, il y a beaucoup de gens que nous connaissons qui sont bien capables de diriger ce pays. Moi, je n'ai pas d'inquiétude que nous sortirons au finish le duo que le peuple béninois doit pousser à la victoire pour ne pas continuer avec un régime qui met l'homme au dernier plan du développement. Un régime pour lequel l'homme n'est rien, c'est le développement qui est tout. Non, ce n'est pas possible. Le développement se fait par l'homme et pour l'homme. Quand ce n'est pas conçu comme ça, et le président de la République a montré clairement que lui ne conçoit pas ça comme ça. Vous avez suivi, je crois que j'en ai parlé un peu rapidement sur vos installations, mais vous avez suivi sa rencontre avec la jeunesse. Vous suivez ces différentes sorties. C'est comme si, non, on peut se développer, même si, bon, on ne doit pas... c'est-à-dire, il ne faut pas que trop de considération pour l'homme tue le développement. C'est sa conception. Non. On ne peut pas opposer le développement et l'humain. Non. Ça, le tout s'engrange. Le tout est imbriqué. On ne peut pas... Le travailleur sait que si sa société ne progresse pas, lui-même ne va pas progresser. L'entreprise doit savoir que si son travailleur le travailleur n'est pas mis dans des conditions requises pour donner le meilleur de lui-même, c'est de ça qu'il s'agit. Donner le meilleur de lui-même. Considérer l'entreprise comme sa chose. Et y œuvrer à ce que cela se développe concrètement. Si le travailleur, si on pense que, bon, il y a un chef d'entreprise, pour lui, c'est l'entreprise, les autres. Bon, si tu ne travailles pas bien, on va te chasser, on prendra un autre. On considère le travailleur comme ça. Ça ne se marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que le travailleur, en ce moment-là, considérera que ce n'est pas vraiment sa chose. Le capitalisme, au plan international, est né, comme le dit le président, comme le conçoit le président de la République. Le capitalisme, au plan international, est né comme ça. Mais il a subi des mutations au fil des décennies, au fil des années. Le capitalisme sauvage et primaire, comme ça, là, ne développe plus. Un peu comme l'esclavage ne développe plus. L'esclavage a développé à un moment donné. C'est nos parents qui étaient utilisés en Amérique pour développer. Mais aujourd'hui, l'esclavage, comme mode de production, ne développe plus. C'est la même chose. Le capitalisme, né de cette manière, a fait un développement au début. Mais lorsqu'on a progressé, ça ne développe plus. Ça ne développe plus. Parce que maintenant, si vous parlez le fond, bien sûr, ça ne vous gêne pas. Les choses évoluent. Oui, les choses évoluent. Si tu prends ta nounou, et puis pour toi, c'est tes enfants qui comptent. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Elle peut rester à jeun, c'est pas grave. Mais tu la laisses avec les enfants pour aller au boulot. Elle va vider ton frigo. Ou bien, pour leur donner à manger, là, elle va goûter au point d'être rassasiée. C'est comme ça. Elle mangera même plus. Oui, c'est comme ça. Donc, on n'est plus à cette époque-là. Ça ne développe plus. Et le président de la République est tellement convaincu de ça
qu'il en a fait son mode de fonctionnement. Les sociétés qu'on ferme, tous les travailleurs sont mis au chômage, la dérégulation de l'emploi, il en a fait une théorie. Il dit qu'il vaut mieux déréguler l'emploi et se développer. Non. Est-ce que vous avez essayé de faire le bilan de ça? Est-ce que ça a permis de faire venir des investisseurs? Non, justement. Bon, parce que les investisseurs sérieux savent que cette forme-là ne développe plus. Leurs investissements ne sont plus en sécurité. Parce que ça peut éclater à tout moment. Et quand ça éclate, ils ont peur pour les investisseurs sérieux n'investissent pas quand l'emploi est dans l'état où on le met là. Il l'a fait pour attirer les investisseurs et pour enrichir quelques riches. Bon. Mais ça ne marche pas, ça ne développe plus. Parce que il y a eu, c'était au XVIIe, XVIIIe siècle que ça se passait comme ça, comme il le prétend là. Mais après, il y a eu le XIXe siècle. Il y a eu tout ce qui s'est passé au XXe siècle. Et on est au XXIe siècle. Non. Le régime capitaliste a dû faire des concessions à la classe ouvrière. C'est ça qui a donné les questions de durée de travail, limitation du durée de travail. C'est ça qui a donné les congés payés, les congés de maternité. C'est ça qui a donné des choses comme ça. C'est ça qui a donné les droits de grève, les droits de ceci, les droits de ça. Vous comprenez? Donc, si on retourne, ça ne marche pas. Au XXIe siècle. Non, ça ne marche pas. Ça, ce n'est pas que c'est un mode de développement qu'il faut opposer à ce que disent et voir ce qui est meilleur. Ça ne développe pas. Tu peux avoir quelques infrastructures. Mais le développement, c'est fait pour l'homme et par l'homme. Par l'homme et pour l'homme. Voilà. Alors, on est arrivé à ce stade aujourd'hui. Voilà. Vous êtes un acteur clé, hein, mais vous ne prenez jamais le devant des choses. On vous voit toujours dans des rôles stratégiques. Comment percevez-vous aujourd'hui votre rôle au sein de tout cet ensemble-là? Je ne concentre pas mon attention sur moi-même. Non. Je suis organisé la plupart du temps dans des structures et c'est l'ensemble pour moi qui donne l'orientation et qui fait exécuter. Et quand on a fini de décider, je joue le rôle que l'on m'attribue. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de moi ou personne. L'autre qui a dit que lui ne pense qu'à lui, voilà, il a conduit le Bénin. Bon, je m'excuse de faire cette incursion, puisque ce n'est pas votre question. Allez-y. Bon, donc, je ne me concentre pas sur moi-même. C'est-à-dire que ce n'est pas si moi je ne gagne pas, si moi je ne suis pas à telle position, si ça ne marche. Non, c'est pas ça. Est-ce que ce qu'on a décidé ensemble là, est-ce que ça permet d'aller dans la vision? Si ça va dans la vision, on se distribue les rôles et je joue le mien. Voilà. Alors, cette entrevue tire à sa fin. Dites-nous, quel est votre mot pour la jeunesse aujourd'hui qui est en train d'embrasser cette carrière politique? Quel est votre mot pour la jeunesse de manière générale au Bénin? Je crois que le premier élément de l'engagement, il faut qu'il soit véritable. Et il faut que la jeunesse sache où elle veut aller. Qu'est-ce qu'elle veut? Et qu'elle sache que l'engagement n'est pas d'abord pour soi. La transformation qui va se faire, c'est pour nous, pour la jeunesse qui arrive et pour l'autre jeunesse qui arrive après. Est-ce que vous comprenez? Par conséquent, il faut qu'elle s'engage sur une vision claire et qu'elle mène le combat avec détermination. C'est important parce que on ne peut rien obtenir sans la jeunesse.
les gens insidieusement mettent dans leur tête que bon, on les utilise. C'est possible qu'ils soient utilisés. Mais je sais qu'il faut que maintenant, elles-mêmes, elles disent où vais-je? Je vais où? Et qu'est-ce qu'il me faut pour aller à cet endroit? Qu'est-ce qu'il me faut pour aller à ce niveau? Nous avons trop de choses à faire dans ce pays. Par exemple, le système éducatif. Je vous ai dit que c'est à réorienter, à réformer complètement. Bon. Ça, la jeunesse a un grand rôle à jouer parce que dans l'expression de ces aspirations, dans la formulation, l'expression de ces aspirations et dans le combat pour atteindre ces aspirations. Moi, je pense qu'il faut qu'elles s'engagent davantage. Voilà. Voilà, cette entrevue est définitivement close. On espère que vous avez tiré de ce baobab de l'éducation béninoise, mais aussi un acteur clé dans le système politique béninois. Mesdames et messieurs, Icône poursuit son bonhomme de chemin et demain, ce serait peut-être avec une autre personnalité. Merci à vous, Monsieur Jean Azatassou, d'avoir accepté nous recevoir dans votre cadre de vie. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique qui est restée dans l'ombre pour faire le travail. Merci à chacun et à tous et bonsoir chez vous.